Donc la VO2 max, hein, c'est un vieux truc, hein, ça fait 1937, il y a des machines assez impressionnantes. Et donc voilà maintenant un petit peu comment on bosse nous. Donc je suis dans une clinique, on a un petit labo donc, où il y a le matériel d'épreuve d'effort, la VO2, le truc des cardiologues, et on communique immédiatement avec notre salle de pneumo, où il y a l'apnétismo. Et donc là, on a donc le truc de CG, avec machin, etc., la VO2, et puis j'ai racheté aussi des gaz du sang, parce que si on fait de la VO2, il faut faire la gazolyse, sinon on passe à côté. Donc ça nécessite un matériel assez cher, effectivement, mais le faire avec les cardiologues, je trouve que c'est hyper important. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple d'un cas clinique où quand on est seul, on n'est pas très à l'aise. Et c'est intéressant, donc du coup, moi ça me passionnait parce que j'ai longtemps renoué à la SPLF, et il y a une formation à la SPLF qui est l'écho cardiaque, je ne sais pas si vous avez fait l'écho cardiaque pour les pneumologues. On s'intéresse au cœur droit, au cœur, etc. Donc j'avais fait aussi cette formation-là, parce que très souvent, avant de faire une épreuve d'effort, on fait les... Oui, très souvent, avant de faire des épreuves d'effort, on fait des échos cardiaques. Je vais vous raconter juste une anecdote récente. Là, c'est une patiente qui m'est envoyée par un de mes associés, un excellent associé. Une patiente qui avait une dyspnée qui traînait. Il l'a vue 2-3 fois, bon, rien de diabolique, etc. Et puis, envoyé pour une FX. Et on n'a pas fait d'écho. Et on fait pédaler cette femme. Hypoxémie de repos à 5 ans, déjà quand même bizarre. Bon. Alors qu'elle avait une SAT normale dans 2-3 examens pneumo, puis on l'a fait pédaler, puis on la pousse. Et puis au moment de refaire mes deuxièmes gaz du sang, pouf, syncope. Mais majeur, hein. On a mis un moment à la ramener quand même, 5-10 minutes. Et derrière, on a fait une écho, c'est une hypertension pulmonaire majeure. En l'occurrence, c'est une maladie véno-occlusive. Voilà. Mais j'en ai gardé quand même cette notion que quand on ne sait pas bien, il faut quand même faire une écho. Et deuxièmement, il faut avoir des cardiologues. D'accord. Voilà donc le matériel qu'on utilise. Ça demande en gros, une FX, ça demande en gros, c'est variable, hein, mais en gros c'est 45 minutes, 45 minutes à 1 heure. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est qu'une FX? On appelait ça autrefois les VO2 max. Mais on va essayer de reproduire au cours d'un exercice standardisé. On va faire un effort au patient pour essayer d'analyser les symptômes dont il se plaint. Quelles sont les réponses? Il va être évalué sur le plan du cœur, sur le plan du poumon, sur le plan des muscles et sur le plan d'oxygène. Et puis, on va essayer de faire une synthèse descriptive de tout ça, en disant c'est plutôt le cœur, c'est plutôt le poumon, c'est plutôt le muscle, puis des fois, on ne sait pas. Chez un patient, c'est pour ça que la VO2, c'est quand même important, chez un patient qui a une dyspnée d'effort chronique, et c'est un motif de consultation extrêmement fréquent des gens qui viennent pour une dyspnée d'effort. Le schéma classique, il va voir son médecin traitant qui l'examine, qui ne trouve rien. Il l'envoie au cardiologue qui fait un examen, une ETE, une ETT, etc., qui ne trouve rien. Il l'envoie au pneumologue qui fait une EFR des gaz du sang, qui ne trouve rien. Le patient revient chez le médecin généraliste. Le médecin généraliste dit vous n'avez rien. Il dit attendez, moi, quand je fais un effort, je suis gêné. Évidemment, ils sont gênés à l'effort et on les évalue au repos. Donc, un patient qui est gêné à l'effort, on l'évalue à l'effort. Un patient du sommeil, on enregistre les gens quand ils dorment. C'est un peu la même chose. D'accord? OK? Et donc, les explorations réalisées au repos n'apportent aucune information sur les symptômes. Vous pouvez avoir un patient qui a une maladie véno-occlusive et au repos, rien du tout. En tout cas, c'est l'expérience qu'on peut en avoir comme ça. En 2 mots, vous savez que quand on fait un effort, bien évidemment, c'est nos muscles qui bougent. Et pour que nos muscles bougent, il faut de l'énergie. Et notre énergie, c'est l'ATP. C'est que l'ATP, ça nécessite 2 choses. Ça nécessite des substrats, ce qu'on mange, des glucides, tout ce que vous voulez. Et puis, ça nécessite de l'oxygène. D'accord ? Il se trouve que les réserves en substrat sont importantes, surtout si on mange un peu bien, mais par contre, que nos réserves sont inexistantes en oxygène. Et donc, si on veut faire un effort, l'organisme va devoir s'adapter. La seule façon pour s'adapter, c'est qu'il va falloir qu'il augmente sa consommation d'oxygène. D'accord ? Et donc, c'est pour ça qu'on a cette notion de consommation d'oxygène de VO2. Ce qui explique donc que l'aptitude à l'effort d'un individu est directement corrélée à sa consommation d'oxygène. D'accord ? En d'autres termes, la consommation maximale d'oxygène d'un individu en 1 minute est une mesure utilisée pour quantifier son aptitude à l'effort. D'accord ? C'est extrêmement important. Une fois qu'on a compris ça, on a à peu près tout compris. D'accord ? Ce qui veut dire que si vous, chez un patient, vous le faites pédaler, vous trouvez une VO2 max abaissée, ça veut dire qu'il y a une intolérance à l'effort. Il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal. OK ?
Et quand on dit épreuve d'effort, c'est une épreuve d'effort. C'est-à-dire qu'on les met sur le vélo et on les pousse. Hein, et on leur dit, moi je suis le bourreau. Hein. Je peux, si, vous pouvez aller, vous pouvez encore. Allez. On les pousse au bout. Sinon, c'est pas une épreuve d'effort. Comme quand vous faites une EFR. Hein. Si vous faites une boucle débit volume et puis il souffle comme ça, non, ça n'a aucun intérêt. Il faut qu'il souffle à fond. Okay. Donc cette VO2, vous savez qu'on l'exprime en litres par minute, mais c'est mieux l'exprimer en millilitres minute kilo, d'accord, parce que c'est corrélé au poids. Hein, si vous faites du sport, quand on prend 4-5 kilos, on voit très bien 3-4 kilos ce que ça fait en plus. Et donc les valeurs, donc vous voyez la normale, c'est 3,5 millilitres kilo minute, d'accord, et la VO2 est variable. Hein. En gros, si on pédale, moi j'en ai fait une récemment, j'ai une VO2 à 28 millilitres minute kilo. Les grands sportifs, je vous montrais, ils ont des VO2 très hautes, les gens très déconditionnés, des VO2 plutôt basses. Et en moyenne, il faut retenir comme ça 30 millilitres minute kilo. J'ai un type de 60 kilos à peu près. Vous voyez, les grands sportifs, ça c'est une diapo qui est déjà très longue, mais vous voyez je vais rester là parce que quand on fait de la pétanque, hein, on n'a pas une VO2 très haute, hein, c'est clair. Mais vous voyez que moi je m'occupe beaucoup de sportifs, le hasard a fait que je suis amené à voir beaucoup de sportifs de haut niveau. Mais vous voyez que les VO2 des marathoniens ou des types, voilà, ils peuvent avoir des VO2 à 80 millilitres minute kilo, voire 90 ou 95 millilitres minute kilo. Et c'est vrai qu'on voit des sportifs qui ont des VO2 absolument impressionnants. 95, voilà. Bernard Hinault. 85, ouais. Alors moi, le pire que j'ai vu, c'était... Enfin, le meilleur que j'ai vu, c'était un gamin qui était perchman dans une station de ski. Qui avait un gamin qui devait avoir 25 ans, il avait une VO2 à 80 millilitres kilo. Alors, si vous voulez tout savoir sur l'AFX, Bernard avait initié, vous voyez, ce bouquin que on avait tous un peu participé, qui est le gold standard. Alors, des fois, c'est un peu complexe, c'est un peu compliqué, c'est un peu, etc. Ça me semble un peu moins complexe, mais enfin, bon, il y a tout dedans. Donc, voilà, bon. C'est quoi les indications d'une AFX ? Donc la première indication, c'est l'évaluation fonctionnelle. Vous avez un patient BPCO, un patient asthmatique, un patient je ne sais pas quoi, vous voulez l'évaluer, soit pour le faire opérer, soit parce que vous voulez évaluer ça, voir si vos traitements après sont efficaces ou pas. Donc ça, c'est la première indication. D'accord ? On a une pathologie, on va prendre en charge ce patient, on va le traiter, et donc on a une VO2 au début, on a une VO2 à la fin. C'est sûrement beaucoup plus fiable qu'une simple fonction respiratoire, par exemple, très probablement. OK ? Et puis, dans d'autres cas, c'est un symptôme d'un patient qui vient parce qu'il est essoufflé à l'effort. Il n'a pas d'autres symptômes, mais il est essoufflé à l'effort. Vous avez des gens qui viennent, par exemple les cardiologues, hein, très souvent, ils ont des patients qui viennent, effectivement, et voilà, ils ont une petite chaîne, c'est bizarre, quand je monte le col, comme ça va moins bien qu'avant, je suis un peu essoufflé, puis il n'y a rien d'autre, etc. Donc ça peut être ça. Et puis, de temps en temps, vous avez des patients, alors ils ont l'insuffisance cardiaque, l'arythmie, la BPCO, la myopathie, tout ce que vous voulez, donc on ne sait pas ce qui essouffle, est-ce que c'est le cœur, c'est le poumon, c'est les muscles. Donc il y a vraiment toutes ces indications, en sachant que, donc, je vous ai dit, les chirurgiens nous en voient de plus en plus maintenant, hein. Vous savez qu'en chirurgie, quand on a une VO2 max inférieure à 10 millilitres minute kilo, ils n'opèrent pas. Ils disent non, voilà, soit vous faites ce que vous voulez, mais vous venez leur montrer. Entre 10 et 15, on hésite. Au-dessus de 15, il n'y a pas de souci. On sait qu'il y a un risque opératoire qui est très faible. Voilà. Ça, c'était une étude, Jean-Marie est parti, mais c'est une étude de l'équipe de Jean-Marie pour vous montrer le retard finalement qu'on peut avoir quand on ne fait pas de VO2. Vous voyez que chez ces patients, donc 194 patients qui avaient été étudiés et chez qui on n'avait pas trouvé de cause. Mais vous voyez que quand on fait des VO2 max, on trouve des causes. C'est-à-dire qu'on n'en trouve que 8% qui sont normales. On trouve dans un tiers des cas du déconditionnement. Et c'est important de trouver du déconditionnement. Hein. Pourquoi ? Parce que après, on va remettre ces gens à l'effort. Et la principale cause, une fois sur deux, ce qu'on voit nous, c'est du déconditionnement. Hein, typiquement, le type de 55-60 ans qui a bien mangé, bien bu, l'ascenseur est en panne, il y a 5 étages, il monte, il n'en peut plus, le cœur est normal, le poumon est normal, mais ses muscles ne savent plus faire. Hein, d'accord ? Ok ? Et dans 9%, on trouve des anomalies cardiovasculaires. C'est majeur de faire ça avec des cardiologues. Hein. On voit très très souvent quand même des dyspnées chez des patients, vous leur faites des bilans cardiologiques de repos, ils sont normaux, vous les mettez à l'effort, ils ont une VO2 un peu abaissée. Simplement, pas d'anomalie électrocardiogramme d'effort. Les cardiologues savent très bien ça. Attention, très probablement une maladie coronarienne. Hein, et on en voit tout plein. Okay ? 18% trouvent des anomalies des gaz du sang. Alors ça peut être n'importe quoi, des shunts, enfin tout ce qu'on veut.
13%, il y a des feignants qui n'ont pas voulu pédaler assez, d'accord. Et puis 20% d'hyperventilation, dont on a parlé un petit peu ce matin pour ceux qui étaient à l'atelier sur l'hyperventilation. Donc vous voyez que c'est extrêmement intéressant quand même, quand on a un patient où on ne comprend pas la dyspnée, c'est d'aller lui faire une épreuve d'effort, une EFX. Donc ça, c'est les études internationales qui corroboraient un petit peu ce qu'avaient montré Jean-Marie Grosbois et Benoît Valard dans leur étude. Comment ça se passe? Donc en pratique, donc, il faut demander aux patients de venir, bien évidemment, en ayant mangé. Si vous les faites pédaler comme une bête alors qu'ils sont à jeun, ça va mal se passer en général. Alors on les fait pédaler, nous, sur vélo, pour des raisons, d'abord parce qu'on a le vélo et on n'a pas les... et deuxièmement, parce que très souvent, c'est des patients qu'on va réhabiliter sur vélo. D'accord. Puis la troisième raison, c'est que très souvent, on a des dyspnées chez des patients un petit peu âgés et que le vélo, c'est extrêmement intéressant parce que c'est porté. Quand on est assis sur un vélo et qu'on pèse 95 kg, on va pouvoir faire des efforts en endurance qu'on ne peut pas faire sur une bicyclette. D'accord. OK. Il faut évidemment avoir... vous voyez que ce patient, donc, il a un pneumotac et donc on va analyser la ventilation. En même temps, on va analyser les échanges gazeux. Il faut avoir, bien évidemment, des gaz du sang. C'est majeur, je répète. Alors, on ne fait pas tout le temps des gaz du sang. C'est vrai que quand on a un asthmatique ou une suspicion d'asthme chez un jeune qui est essoufflé à l'effort, on ne va pas aller lui faire des gazométries. Mais les gaz du sang, il faut les faire quand on ne comprend pas ou quand on a une dyspnée un peu bizarre. Il faut faire des gaz du sang. Donc, on leur fait. En général, on les met sur le vélo. Moi, je les pique en radial. Et puis, on repique à l'effort. 9 fois sur 10, ça se passe très bien. De temps en temps, on peine un petit peu au repos. Pas à l'effort, parce que l'effort, la tension monte. Et en général, les artères, on les attrape beaucoup plus facilement. J'ai essayé d'en faire en capillaire, c'est plus difficile. Et puis en capillaire, c'est que c'est pas coté. C'est la stupidité absolue de notre nomenclature, mais c'est pas coté. Donc si jamais vous en faites comme ça en capillaire et puis vous faites rattraper par la Sécu, il risque de vous dire mais non, mais il faut faire des gaz du sang en radial. Mais bon, ok. Donc il y a évidemment un électrocardiogramme, ils sont surveillés, la tension, bien évidemment, et puis on a un oxymètre de sécurité en permanence, on mesure. Il faut évidemment avoir un chariot de réanimation à côté, d'accord, de l'oxygène, un défibrillateur. On s'en est jamais servi. Moi, en 25 ans, je fais de la VO2. On n'a jamais utilisé le défibrillateur, mais ça peut arriver, d'accord. Et en général, donc, on fait chauffer les gens. Les protocoles sont variables, mais pendant 3 minutes, on met sur vélo, ils s'échauffent. Et puis après, on va leur augmenter un petit peu la puissance du vélo de façon incrémentale, par exemple, toutes les minutes, selon des protocoles variés. Quand on veut prouver, par exemple, un asthme d'effort, ce qu'on prouve jamais sur les vélos, mais si on veut le faire, par exemple, il faut les monter très très vite. Les dyspnées laryngées, ce qu'on appelle les obstructions laryngées induites par l'exercice, il faut les monter très vite parce que c'est l'hyperventilation qui fait. Mais si vous avez un patient BPCO, il faut le monter tout doucement, bien évidemment. Okay. Donc ça dure en gros 45 minutes. Alors il y a des gens chez qui ça va durer 10 minutes, et puis il y en a ça va durer 1 heure. Parce que c'est coté. Donc c'est une cotation qui est, si vous faites uniquement le FX, vous voyez que c'est 121,60 €. Mais quand on fait une EFX, vous voyez qu'on peut mesurer bien évidemment des boucles débit-volume. Et quand on rajoute une boucle débit-volume, on cote 141,74 € pour 1 heure. Alors évidemment, c'est moins coté que le sommeil. C'est plus compliqué, mais voilà, cette cotation est là. D'accord ? Okay. Boucle débit-volume intéressante, non seulement pour mesurer quand on a des patients cardiologiques, parce qu'ils n'ont jamais été évalués sur le plan pulmonaire, mais en même temps, je ne sais pas si j'en parle un petit peu après, mais on peut faire ce qu'on appelle des boucles débit-volume à l'effort. Tiens, voir à l'effort comment les gens se comportent, et en particulier s'ils ont ce qu'on appelle des hyperinflations dynamiques, c'est-à-dire en particulier voir si leur volume résiduel augmente à l'effort. Et c'est très souvent la cause principale, bien évidemment, des dyspnées, en particulier des BPCO. Donc ça, on peut le mesurer très facilement, c'est les boucles débit-volume à l'effort. Donc il y a des tas de... Je ne sais pas combien ça coûte, une EFX. Il y a 5-6 labos qui en font, mais l'investissement est assez cher, mais je ne sais plus exactement. Je voulais regarder, puis j'ai complètement oublié de regarder combien ça coûtait. Ce qui est bien, c'est de mutualiser les choses. Et avec les cardiologues, nous, on partage. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va mesurer quand on fait une EFX ? Premièrement, on va mesurer la puissance de pédalage des gens sur leur puissance musculaire. D'accord ? On va mesurer bien évidemment les échanges gazeux, l'oxygène et le gaz carbonique. On va mesurer la ventilation avec le pneumotac, on mesure le volume courant, la fréquence respiratoire. On va mesurer les gaz du sang. Et puis, on a des paramètres cardiaques qui sont la fréquence cardiaque et la tension. Donc, vous voyez que finalement, on fait assez peu de mesures. Mais on fait beaucoup de calculs après. Et c'est la machine qui nous les calcule, c'est plus nous. OK ?
Donc après, on va calculer de tout ça la ventilation. Et donc, vous savez qu'on a on a des bases. Bon, on sait par exemple qu'à 100 watts, on ventile 40 litres minute. Donc, si à 100 watts, il y a un patient qui ventile 80 litres minute, déjà, on dit, tiens, c'est bizarre. Voilà. Donc, comme ça, il faut avoir des repères. On mesure donc la VO2, bien évidemment, critère majeur. Je répète, si on a une VO2 max, c'est qu'il se passe quelque chose, c'est pas du tout normal. La VCO2. On mesure ce qu'on appelle le quotient respiratoire, qui est le rapport entre la VCO2 et la VO2, qui est un témoin très souvent d'hyperventilation. On mesure la pression alvéolaire inspirée en oxygène, d'accord, et on mesure le gradient alvéolo-artériel en oxygène. Quand on fait des gazus en repos et fort, on va en tirer un gradient. Le gradient alvéolo-artériel en oxygène, ça va nous renseigner. Parce que s'il est élevé, on sait qu'il y a 3 diagnostics. C'est l'atteinte de la barrière, c'est les chintes, c'est des anomalies des rapports ventilation-perfusion. Voilà, mais on mesure tout ça, d'accord. Et donc on fait peu de mesures, d'accord, et beaucoup de calculs. Et puis dernière chose, quand on fait pédaler les gens, bien évidemment, il faut corréler ça à leurs symptômes. C'est-à-dire que quand les gens pédalent, vous voyez ici c'est une photo de Bernard, mais là il a l'échelle de Borg. Nous on a une échelle visuelle analogique qui est sur le vélo qui va de 0 à 10. Et je leur dis voilà, vous êtes au 0, il n'y a aucun essoufflement. 10 c'est l'essoufflement majeur, donc là vous êtes au 0. Dès que vous allez être essoufflé, vous me levez la main puis vous venez me montrer où vous êtes au fur et à mesure. Et c'est extrêmement important de corréler ça. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, on interprète, il faut être extrêmement systématique. On va interpréter, une fois qu'on a fait tout ça, on fait pédaler le gaillard. Et premièrement, est-ce que notre épreuve d'effort est interprétable ? Si le type s'est arrêté avant, s'il a mal au genou, si je ne sais pas quoi, si c'est un feignant, est-ce qu'on va pas d'interpréter, ça ne sert à rien. D'accord ? Deuxième question qu'on se pose, si elle est interprétable, quelle est sa VO2 ? Est-ce que son aptitude aérobie est normale ou pas ? Oui, elle est normale déjà, c'est bien, c'est qu'il n'y a sûrement pas grand-chose qui bidouille. Elle est anormale, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord ? Ensuite, on va analyser de façon séquentielle sa ventilation. Est-ce qu'il hyperventile ? Est-ce qu'il a des réserves ventilatoires ? Comment sont ses équivalents ? On va regarder le cœur. Alors, les cardiologues, c'est intéressant. Ils regardent la fréquence cardiaque. Ils regardent bien évidemment l'électrocardiogramme. Ils regardent la tension. Puis ils regardent la façon dont les gens récupèrent. D'accord ? OK. On mesure les gaz du sang, bien évidemment. Le pH, bien sûr. Puis une fois qu'on a fait tout ça, on va dire, voilà, on a une baisse de la VO2. OK, donc il se passe quelque chose. Il a des paramètres ventilatoires normaux. Bon, la ventilation est normale, il n'y a pas d'hyperventilation, ses réserves sont parfaites, les équivalents sont normaux. Par contre, tiens, c'est bizarre, il y a un problème cardiaque parce qu'effectivement, il a un pouls d'oxygène qui ne monte pas beaucoup, etc. etc. Voilà. Donc, on va ensuite essayer comme ça et on va proposer une interprétation. On ne fait jamais un diagnostic. On va dire, voilà, on a observé ça et c'est possiblement un de ces 3 trucs-là, par exemple. D'accord ? Et ensuite, on renvoie ça au pneumo ou au cardio, et après, le pneumo, il va dire, c'est soit ça, et puis ensuite, il va faire les bilans en fonction d'eux. OK ? Je vais peut-être passer tout ça, parce que c'est des différentes étapes. Je vous passe tout ça. Voilà. Décrire les réponses, classer les désordres, proposer des hypothèses, confirmer les hypothèses ensuite par des examens spécifiques. Si on leur dit, voilà, il y a très probablement une VO2 max qui a baissé. Il y a une atteinte très probablement ventilatoire. Le gradient alvéolo-artériel en oxygène est élevé. L'espacement est normal. C'est soit un shunt, soit des anomalies des rapports ventilation-perfusion, soit une atteinte de la barrière. Et le pneumo, après, il se débrouille. Il va faire les bilans en fonction d'eux. On propose toujours des choses. On ne dit jamais c'est ci, c'est ça. Et on voit très souvent, on découvre des embolies pulmonaires très fréquemment, qui sont inaperçues. On découvre des shunts extrêmement fréquemment. D'accord ? Et en dehors de ces épreuves, je ne vois pas comment on peut faire d'autre. Alors, vous voyez comment on fait un compte-rendu. On dit premièrement, l'épreuve a été maximale, donc on peut l'interpréter. Le patient a vraiment été au bout de son effort. Il existe une limitation majeure de l'aptitude aérobie. Par exemple, on mesure une VO2 max à 40% de la normale, donc vraiment, il y a ce que ça correspond. Les paramètres cardiaques sont normaux. Par contre, il existe une limitation ventilatoire et les fondements des réserves, etc. Il y a un élargissement du gradient, voilà, et donc ça oriente vers une pathologie ventilatoire. D'accord ? Donc c'est les principes globaux. On peut peut-être discuter 2 minutes si vous voulez là-dessus. Est-ce qu'il y a peut-être oublié certaines choses ou dit des choses sûrement pas forcément tout à fait claires ? C'est à peu près clair, ça ? Oui.
Alors quand ils hyperventilent, c'est ce que je dis, ils hyperventilent, donc une ventilation très haute. Donc ce que je dis, on a des abacs, par exemple, moi je sais comme ça qu'à 100 watts, on ventile 40 litres. Et si je vois un patient à 100 watts qui ventile 80 litres, il se passe quelque chose. Deuxièmement, très souvent, ils ont ce qu'on appelle des équivalents respiratoires très élevés. C'est quoi un équivalent respiratoire? C'est la ventilation qui vous est nécessaire pour consommer 1 litre d'oxygène ou pour éliminer 1 litre de CO2. Donc quand vous avez des équivalents très élevés, c'est très souvent syndrome d'hyperventilation. Alors on voit des hyperventilations, c'est pas spécifique du syndrome d'hyperventilation, hein. On voit des hyperventilations chez des déconditionnés, chez des tas de gens comme ça, mais c'est pas spécifique, hein. D'accord. Donc je vous montre 2-3 cas cliniques que j'avais mis, je sais plus lesquels. Donc ça c'est assez typique. Voilà ce qu'on voit dans nos cabinets. Moi, ce qui me frustrait beaucoup quand je faisais. Donc, voilà une patiente. Vous voyez, elle est née en 53. Elle fume 20 paquets par jour. C'est une ancienne secrétaire. À la retraite, elle fait 1m59, 88 kg, elle a un IMC à 34. Et elle a une dyspnée, elle a vu son pneumologue, ça ne vaut pas grand-chose, et puis il l'envoie parce qu'elle est essoufflée, puis voilà, il se bourre bien. Hein, d'accord. Quand on interroge cette femme, elle a de multiples antécédents. Elle a fait un SARS-CoV-2 en mai 2021. Hein, elle n'a pas eu d'oxygène, pas d'hospitalisation, pas d'inactivité prolongée. Elle a eu les vaccinations Covid. Elle a un pacemaker pour un trouble de la conduction, un BAV de haut degré. Elle est hypertendue, elle est un petit peu grassouillette, dyslipidémique. Et puis elle a fait des thromboses veineuses à répétition sans notion d'embolie pulmonaire. D'accord ? Elle a du Syntron, elle est anticoagulée, elle a du Ramipril et de la Pravastatine. D'accord ? La question qui est posée, donc, c'est pourquoi cette patiente est essoufflée. Alors, vous voyez qu'il y a 50 000 raisons. Elle a fait un SARS-CoV-2, elle est grassouillette, elle a des problèmes cardiaques, elle fume, et puis elle a des notions de thrombose veineuse pulmonaire. Le bilan pneumo, quand elle a été vue, c'est une auscultation normale, elle crépitait pas, elle sifflait pas, elle avait une saturation normale, des bruits du cœur normaux. Fonction respiratoire surnormale, vous voyez un typhno normal, une CPT normale, donc ni restrictive ni obstructive, une diffusion subnormale. Et le pneumo avait fait un angioscan, pas d'embolie pulmonaire évidente, pas d'emphysème, pas d'atteinte parenchymateuse. Et voyant ça, il avait mis un traitement d'épreuve en disant c'est peut-être un vieil asthme, machin, crac. Et donc on l'avait traité. Et puis elle ne s'était pas améliorée. Et donc décision de FX. Est-ce que c'est lié au Covid? C'est un Covid long? Est-ce que c'est son problème cardiaque? Est-ce que c'est les traitements à visée cardiaque? Est-ce que c'est l'embolie pulmonaire? Est-ce que c'est son poumon qui la gêne? D'accord? Très important d'avoir les traitements. Moi, je travaille avec des cardiologues. Hein. Très souvent, c'est les bêta-bloquants. Ça, c'est une fois sur deux, on est quand même très, très étonnés. Les bêta-bloquants, ça... Okay. Et donc, on lui a fait un protocole, vous voyez, 30 watts au départ, c'est vraiment de la descente, 30 watts. Hein. Et puis ensuite, on fait des incréments de 15 watts comme ça, toutes les minutes, d'accord, jusqu'à ce qu'ils s'épuisent complètement. Hein. Et quand ils peuvent plus du tout, qu'ils sont bleu marine, on les arrête. Hein, mais on les arrête pas. Bon. Donc, je vous montre juste là, la première chose que je voulais vous montrer, vous voyez que ça VO2. Donc, vous voyez, les rapports sont fournis comme ça, c'est facile. Hein. Donc, il y a la VO2, vous avez tous les paramètres ventilatoires, vous avez les paramètres cardiaques, vous avez l'espace mort, vous avez les gaz du sang. Et vous avez en dessous les gradients, et puis voilà. Et donc, ça se présente comme ça. Donc, la première chose qu'on regarde, nous, c'est la VO2. Et vous voyez que cette patiente, quand vous regardez, vous voyez qu'elle est en millilitres minute kilo, elle a fait 9,21 millilitres minute kilo pour une théorique à 16. Donc, évidemment, il y a quelque chose qui se passe chez cette patiente. Elle a une VO2 max très fortement abaissée. D'accord ? Première étape. Pourquoi ? Après, on regarde. On va regarder ses paramètres ventilatoires, ses paramètres cardiaques, les gaz du sang, puis on va essayer de faire une synthèse. D'accord ? Donc, épreuve interprétable. Elle est arrêtée par Disney. Quand on lui a demandé, elle était à 9 sur 10 sur l'échelle. Donc, elle était vraiment au bout du bout. D'accord ? Donc, VO2 fortement abaissé. D'accord ? 56% de la valeur prédite au prorata de la puissance, bien évidemment. D'accord ? Quand on regarde sa ventilation, elle a ventilé 41 litres en fin d'effort. Une ventilation assez régulière. Quand vous voyez des ventilations très, très irrégulières, il faut toujours se méfier. Les Covid, en particulier, on a appris ça, que quand ils font des efforts, il y a une dysfonction très moment du thermostat là-haut et ils ventilent comme ça. Hein, il y a un chaos ventilatoire. On a vu ça petit à petit. En fin d'effort, elle a des réserves ventilatoires normales. Elle n'a pas épuisé ses réserves ventilatoires. Elle a hyperventilé au seuil. On mesure ce qu'on appelle le seuil ventilatoire. C'est-à-dire quand vous faites un effort, votre ventilation augmente, puis à un moment, hop, ça se met à décrocher et ça augmente très vite. C'est ce qu'on appelle le seuil ventilatoire. Et ce seuil ventilatoire, on ne sait pas exactement d'ailleurs sur le plan physiopathologique à quoi ça correspond. Je me suis amusée à calculer justement. Au seuil, normalement, il devrait avoir 18 de... Oui. En fait, il y a une
C'est 22 fois la VO2 plus. Voilà. Donc, en fait, normalement, elle aurait dû avoir 18,42 et là, en fait, elle a 27. Voilà. Donc, vous voyez qu'elle hyperventile. Elle a une hyperventilation. D'accord ? Elle a un espace mort qui diminue correctement. L'espace mort, vous savez ce que c'est, hein ? De façon normale, si vous voulez, on a des portions de poumons qui marchent pas très bien, enfin qui marchent pas très bien, non, qui sont pas ventiles normalement. Et quand on fait un effort, on recrute, c'est-à-dire qu'on va utiliser tout notre poumon. Eh bien, lorsque vous normalement, donc l'espace mort, il diminue au cours de l'effort. Si vous voyez un espace mort qui ne diminue pas, c'est que très probablement il y a un problème vasculaire. D'accord ? C'est plutôt le versant vasculaire. Hein ? D'accord ? Donc elle a un espace mort qui diminue correctement. D'accord ? Quand on regarde ses paramètres cardio-circulatoires, elle a une fréquence cardio-circulatoire, vous voyez, qui, à la fin, elle est à 101, 60% de la théorique. Les cardiologues, ils estiment que quand ils sont 65%, en dessous de 65%, c'est qu'il y a un souci. D'accord, d'ordre médicamenteux ou ce qu'on veut, mais en tout cas, il y a un problème. Donc là, manifestement, elle a un problème, effectivement. Elle ne monte pas sa fréquence cardiaque. D'accord ? OK ? Delta VO2, delta Watt 11, donc ça c'est pour voir si la courbe est correcte, c'est ça. Elle a ce qu'on appelle le VO2 sur FC, c'est ce qu'on appelle le pouls d'oxygène. En fait, en gros, c'est le volume d'éjection systolique du ventricule gauche. C'est pas exactement ça, mais ça exprime en gros la fonction ventriculaire. D'accord ? Vous voyez que là, son pouls d'oxygène il monte normalement, il est passé de 2 à 8, donc elle a un pouls d'oxygène normal, elle a un électro normal, elle n'a pas de douleur thoracique. Donc en dehors du pouls qui monte pas beaucoup, on voit pas grand-chose chez cette patiente. D'accord ? Voilà ses gaz du sang. Le corps au poids, il a une hypoxémie à 69 mm de mercure. Okay. Elle resature à l'effort d'une façon à peu près correcte puisqu'elle monte à 79 mm de mercure. Elle a un gradient au repos qui est très élevé, à 52. La normale du gradient, c'est inférieur à 30. Et vous voyez qu'il reste un petit peu élevé à l'effort, à 46. C'est-à-dire qu'elle ne corrige pas complètement son gradient à l'effort. Donc tout ça, vous voyez, c'est l'analyse qu'on fait comme ça. Une fois qu'on a fait pédaler les gens, on prend son temps tranquillement, on discute. Et donc finalement, on conclut en disant, cette femme, oui, il y a quelque chose qui se passe. Elle a une diminution très importante de l'aptitude aérobie. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. À l'évidence, elle a une insuffisance chronotrope. Elle ne monte pas sa fréquence cardiaque. Donc probablement les médicaments à visée cardiaque sont responsables. Elle a un gradient alvéolo-artériel élevé en oxygène sans atteinte de l'espace mort. Et donc, ça correspond à 3 étiologies, je vous ai dit tout à l'heure. C'est soit des anomalies des rapports ventilation-perfusion, soit des atteintes de la diffusion par atteinte de la barrière alvéolo-capillaire, soit des shunts. Et puis, elle hyperventile. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a déduit de notre épreuve. Okay. Et donc, on a réécrit aux copains en disant, voilà, écoute, elle a une dyspnée qui est manifestement plurifactorielle, sûrement une insuffisance chronotrope. Et donc, il faut revoir le cardiologue pour régler le pacemaker parce qu'il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas du tout et peut-être ça suffit. Elle a une surcharge pondérale qui explique très probablement les anomalies des rapports ventilation-perfusion, d'accord ? Ok. Et donc, on va lui demander effectivement de faire du vélo pour la reconditionner et lui faire perdre du poids. Alors, on a une théorie, mais je ne sais pas si c'est vrai, c'est que quand on voit beaucoup de gros, parce qu'on a dans la clinique un gros centre de bariatrie. Et quand on évalue ces patients, très souvent, nous, on va les mettre etc. On va dire, attendez, avant d'aller voir le chirurgien, machin, etc. Et donc, on les met en réhabilitation avec les copains kinés, etc. Et on les met 3 fois 1 heure par semaine, voire tous les jours, en les faisant pédaler 1 heure de suite. Leur expliquant que finalement, on perd du poids après 40 minutes d'effort, etc. Et puis, on leur dit, si vous faites ça, vous allez perdre 1 kilo tous les 2 mois. Alors, on n'a jamais monté d'études pour savoir si c'était vrai. Mais on a l'impression quand même que si c'est fait correctement, le problème c'est que c'est jamais fait correctement, mais que très probablement si c'est fait correctement, on perd du poids comme ça. Moi j'en ai eu 2 comme ça qui venaient pour la chirurgie bariatrique. Ouais. Ils sont restés chez nous, ils ont perdu des jeunes. Voilà. Hein, c'est... Ouais. Évidemment, ils ne faisaient pas les mêmes conneries qu'à la maison. Ça faut pas non plus être magique. Hein, je veux dire. En même temps, ils faisaient effectivement du rentraînement. Et plus en fait, nous 30 minutes, c'est vraiment le minimum syndical. Si on veut entamer c'est 1 heure. Il faut faire, voilà. Il faut aller au moins en 30-45. Alors là où il y a l'intérêt du vélo, c'est ça, c'est faire pédaler, faire un effort en endurance à un sujet un petit peu pléthorique, sur un machin, il ne marchera pas. Sur un tapis, il ne le fera pas. À la marche, ils ne le feront pas, c'est pas suffisant, et ils ne pourront pas courir 1 heure. Par contre, le vélo, c'est un sport porté, donc ça, c'est absolument génial. Et on va les faire pédaler, non pas comme on a fait là pour les évaluer au max, on va leur dire, voilà, vous allez pédaler tranquille comme au début, en faisant tranquillement un petit truc comme ça. D'accord ? Voilà. OK ?
Et donc, on a dit, le rôle du Covid dans l'hyperventilation, très probablement pas, parce que c'est pas chaotique, c'est pas machin, enfin voilà. OK, et donc, on a vu le cardiologue pour réglage de pacemaker, et puis on la met en réhabilitation. Et puis on réévalue les choses au bout de 3-4 mois. D'accord ? Donc ça, c'est un exemple un peu typique et caricatural de ce qu'on voit en consultation pneumologique et des patients qui nous sont envoyés. Et la question est toujours pareille, est-ce que c'est le cœur, est-ce que c'est le muscle, est-ce que c'est le poumon, est-ce que c'est autre chose ? C'est à peu près clair, oui ? Est-ce qu'on sait s'il y a des différences? Parce qu'on se doute qu'en venant faire un examen avec un masque, il ventile peut-être pas exactement pareil que dans la vie courante. Est-ce qu'on a des données en fait? Alors il y a des données parce que vous avez deux façons de faire. Soit vous avez un masque. Alors c'est un peu emmerdant le masque pour le faire tenir, machin, etc. Soit vous avez un embout buccal. Nous on le fait à l'embout buccal. Il y avait une très belle rétrospective un petit peu de tout ça qui a été faite, je crois, dans le RJ il y a 1 an ou 2. Je ne sais pas, vous êtes abonné dans une revue qui s'appelle Pneumocardiosport? C'est Minarini qui fait ça. Alors je vous dis ça, c'est pas de la pub parce que j'y suis là-dedans, mais il y a François Carré qui est le spécialiste de la cardiologie du sport, qui s'occupe du cœur. Moi, je m'occupe du poumon. Et on avait fait une synthèse. J'avais dû faire une synthèse de cet article là-dessus. Qu'on utilise un embout ou un masque, ça ne change rien du tout. C'est pareil. Généralement, les gens utilisent plutôt des embouts. Voilà. Pour répondre à ta question, fait que probablement on ventile pas exactement de la même façon, mais à peu de choses près. Ouais. Alors oui, c'est vrai. Très souvent, on les met sur le vélo, ils ont un quotient respiratoire très élevé. Ils sont 1,40 parce qu'ils sont paniqués et qu'ils hyperventilent au début, etc. Et ça se corrige après. Oui. Mais oui, probablement. Je ne sais pas répondre exactement. Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre. OK. Voilà. Oui. En faisant le gaz du sein. Oui. En repos et oui. On regarde aussi le niveau du lactate. Le niveau du lactate. Oui, alors moi je ne les fais pas, mais on peut regarder les niveaux des lactates. Il y a une corrélation entre le VO2 max et l'augmentation du niveau du lactate. Normalement, la lactatémie maximale, c'est la VO2 en litre multiplié 4. Voilà. Ça, alors moi, je ne l'avais jamais appris comme ça. C'est apparemment ce qui se dit dans le DU. Oui. Si tu as 1, on utilise très peu, on n'utilise pas les lactates. Le VO2 à 2, c'est censé avoir 20 000. Si effectivement il a 12, ouais. ça veut dire qu'il produit quand même beaucoup de lactate par rapport à ce qu'il devrait faire. Donc tu te dis qu'a priori c'est plutôt un information. Ouais. Nous on n'utilise pas, mais ouais. oui. Voilà. Moi je n'utilise pas les lactates, mais oui. La gatométrie au repos, là, vous l'avez fait à 1 minute. En fait, je les mets sur le vélo et on les harnache, tout, etc. Et puis, juste avant qu'ils commencent à pédaler, je le fais tout de suite. J'attends pas qu'ils commencent à pédaler parce qu'ils sont stressés, qu'ils bougent. C'est le repos. C'est le repos. Logiquement, il faut le mettre. L'idéal, c'est de le faire alors qu'il est bien harnaché, sauf effectivement, quand tu dis qu'ils hyperventilent, quelquefois, moi, ça m'arrive de le faire avant. Et là, après, je le remets parce que sinon, c'est pas possible. T'as un gaz qui va pas. Ouais. Donc, je le fais avant de mettre le masque. Je sais bien que c'est pas ce qu'il faut faire, mais vraiment. On fait comme on peut. Sinon, on fait tout n'importe quoi. Et après, on met le masque et on laisse un peu ventiler correctement, on calme la personne et donc on peut que le... Alors moi, je les harnache et je le fais tout de suite. Voilà. En sachant que les gaz du sang, 9 fois sur 10, on y arrive très facilement. Puis 1 fois sur 10, on n'y arrive pas. Parce qu'on n'y arrive pas, c'est comme ça, c'est pas très grave. On a une SAT, mais bon, on peut pas. Et l'emmerdement le plus important, quand on fait des gaz du sang, et il faut avoir le micro pour parler, comme c'est retransmis. Ce qu'on a le plus fréquemment comme effet secondaire, c'est les malaises vagos. C'est-à-dire on harnache les gens, on les pique et paf, ils tombent. Alors quand ils font 120 kilos, qu'ils sont harnachés, qu'ils ont les trucs, voilà. Donc ça, c'est pour ça que moi je dis toujours aux cardiologues, quand je pique les gaz, tu restes bien là. De toute façon, ils restent toujours là, mais voilà, on est 2 parce que voilà, ça c'est et on a ça quand même très fréquemment. C'est 1/3 des cas. Donc voilà, c'est un peu embêtant. Voilà. Quand ils font 120 kilos, qu'ils sont sur le vélo et qu'ils ont le truc et qu'ils tombent, voilà, et qu'ils mettent 3 minutes à voilà. Donc c'est voilà. Donc faut. Alors on fait un peu d'hypnose, je leur demande moi qu'ils me donnent la recette des crêpes sucrées ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Est-ce qu'il faut un cathé artériel ? Oui, ça, oui, bien sûr. Oui. Alors après, un cathé artériel, c'est un petit peu plus traumatisant quand même. En général, les gaz du sang, c'est très facile quand même. Ouais. Donc le cathé artériel, nous, on en faisait à Lille, mais
c'est parce qu'effectivement, on regarde 4 gazométries. Là, ça vaut le coup. Tandis que là, quand même, déjà, c'est traumatique. Il faut que tu xylocaïne, etc. Ouais. Tu pleures. À l'effort, il supporte très bien, il n'y a aucun souci. Non, mais là, tout ça, ils font autre chose. Voilà. Il n'y a aucun souci. Ouais. Je suis sûr qu'à l'effort, ça va passer tout seul. Ah oui, à l'effort, il n'y a aucun. En plus, ils ont une tension à 20, donc il n'y a aucun souci. Hein. Ouais. Hein. Voilà. Hein. Dernière chose, quand on leur fait arrêter de pédaler, bien évidemment, on coupe la puissance et on les garde bien 4-5 minutes, hein, pour pas qu'ils chutent comme une bête leur tension et qu'ils tombent. Hein. Voilà. Hein. D'accord. D'autres questions un peu sur les VO2 Oui. Je reviens un tout petit peu sur le SHV. Là, Oui. Tu as parlé tout à l'heure que tu regardais essentiellement les équivalents respiratoires. Oui. Oui. Et par rapport aux quotients respiratoires, est-ce que tu sais... Il est élevé aussi. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui. Normalement, on va jusqu'à 1,05, 1,06 supérieur. Je crois qu'il faut prendre le micro, je pense, pour parler, parce que ouais, quand on parle... Ouais. Oui, vous pouvez le prendre à la main. On peut le prendre à la main, oui. Parce que... Voilà. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Hein. Voilà. Quotient respiratoire élevé, oui, oui, bien sûr. Hein, d'accord. Donc le quotient respiratoire est élevé, absolument. Oui, on va avoir 1,22, quelquefois des valeurs très très élevées. Ouais. Ok. D'autres, oui. On prend le micro parce que je crois que... Ouais. Non, juste, c'est peut-être naïf parce que je n'y connais pas beaucoup, mais comment regarder la part musculaire si on ne fait pas les lactates ? Alors nous, on le regarde par la puissance, quoi. C'est bête, hein, mais un type qui nous fait 50 watts. Alors très souvent, quand même, un type, on a des abacs aussi de puissance. Hein. On a des abacs comme pour une fonction respiratoire. Quand le type doit faire 200 watts et qu'il en fait 100, alors effectivement, ça peut être autre chose. Mais bon, voilà. Mais non, on n'utilise pas forcément les lactates pour voir la puissance musculaire, hein, toujours, hein. Pour évaluer le muscle. Hein. On peut, hein, Normalement, bien sûr. dans le déconditionnement, on a surtout un seuil ventilatoire qui est bas. Bien sûr. Mais effectivement, on a des lactates élevés quand tu les... Oui, les lactates, oui, bien sûr. Mais effectivement, le seuil ventilateur, on les voit bien, les déconditionnés, ils se mettent à hyperventiler très vite, hein, dans le décours de l'effort, quoi. Voilà. D'autres questions sur la VO2 ? Mais vous voyez comme c'est passionnant, parce que sinon, on ne peut rien faire. Hein. Cette patiente, je vous ai montré, parce que on ne sait pas. Hein. D'accord ? Allez, je vais vous montrer un... Ah voilà, donc l'intérêt de bosser avec les cardiologues. Donc c'est un type qu'on a vu, c'est un cycliste professionnel de très haut niveau, il est en équipe de France militaire de VTT, il a 1m70, 68 kg, il a 26 ans, il n'a pas d'antécédent particulier. Et il a été vu en consultation en mai 2015 à la demande du médecin du sport, parce qu'il se passait des trucs un peu bizarres à l'effort. Et le médecin du sport a dit, est-ce que c'est pas finalement un asthme d'effort ? Okay. Donc l'asthme d'effort, un tout petit mot dessus. N'envoyez pas aux types qui font de la VO2 des patients pour une recherche d'asthme d'effort en NEFIX, on les met jamais en évidence. Jamais. Pourquoi ? Parce que l'asthme d'effort, c'est lié bien sûr à l'hyperventilation, mais essentiellement à l'environnement. Et donc nous, on est peinards, il fait 25 degrés, c'est trappe, on est tranquille, on les reproduit jamais. Sauf si on leur mettait une clim qui leur souffle de l'air frais dessus. Donc si on veut vraiment prouver un asthme à l'effort, il faut faire un test d'hyperventilation isocapnique. D'accord ? Donc on les reproduit jamais. Je mets une parenthèse. Deuxième parenthèse, par contre, ce qu'on reproduit, c'est les dyspnées laryngées induites par l'exercice, ce qu'on appelle les AEI. D'accord ? Donc ça, on les reproduit parce que en fait, ils font des hyperventilations et ils déclenchent au sommet de l'hyperventilation. Et ça, moi, j'en ai vu 3-4. C'est très, très démonstratif. Je ferme la parenthèse. Donc ce patient, asthme d'effort éventuel, et donc manifestation assez atypique d'effort. C'est que l'asthme d'effort, quand même, c'est très particulier parce que ça tousse un peu, ça siffle pas forcément, et puis ça met 4-5 minutes à s'arrêter, etc., etc. Et là, il avait donc une sensation bizarre, avec des fourmillements rétrosternaux, une espèce de gêne respiratoire, une hyperventilation bizarre. Il toussait pas, et à l'interrogatoire, quand ils sont gênés à l'effort, il faut toujours demander est-ce que ça fait du bruit ? Vous êtes gêné, d'accord, mais est-ce que ça fait du bruit ? Il y a des bruits bizarres. Est-ce que ça fait ça ou est-ce que ça fait non, il n'y a pas de bruit, donc il n'y a pas de bruit, ok, d'accord. Et ces symptômes, vous voyez, avaient débuté en avril 2014 et il a récidivé en avril 2015. Il avait un examen clinique qui était normal à l'époque, une tension normale, des bruits de cœur normaux, une fréquence cardiaque normale, un rythme cardiaque régulier, une auscultation normale, ça sifflait pas, une radio normale mais qui n'avait pas été vue et il n'avait aucun traitement médical. Ok ? Voilà sa fonction respiratoire. Il y a c'est un sportif de haut niveau. Hein. Le NCV à 130%, on s'y attend. Il y a un typhno normal, bien évidemment, une CPT à 120%. Voilà, donc une fonction respiratoire d'un sportif.
Il a eu un bilan complémentaire, on a recherché une allergie, hein, parce que moi j'ai suivi très longtemps les cyclistes d'une équipe professionnelle, ils font tous, hein, dans l'équipe que je suivais, moi ils étaient 20 et on en avait 16 qui avaient des manifestations respiratoires. Tous n'étaient pas des asthmes, très moment, mais on comprend, hein, quand ils montent des cols à l'Alpe d'Huez, hein, quand ils font 4 cols dans la journée, alors il y a les bagnoles, il y a la pollution, les machins, il y a des pollens, etc. Donc ils sont très loin. Et donc il n'avait pas d'allergie pollinique, il a eu un test à la métacholine, un test d'hyperventilation capnique qui n'avait pas montré de modification des débits ventilateurs. Donc a priori, ça évoquait quand même pas bien un asthme d'effort. Et donc, voyant tout ça, en disant, c'est pas bien ce qu'il fait, crac, il a été envoyé pour pédaler. Et moi, j'avais dit, tiens, mais c'est peut-être une dyspnée laryngée induite par l'exercice. Alors, nous, on a un ORL dans la pièce à côté. Et quand c'est ça, moi, je l'appelle, je le préviens, je dis, attends, écoute, j'ai peut-être un truc comme ça, tu peux rester dans le coin avec ton laryngo, et puis avec ton petit truc, puis me passer un tube. Donc, on l'a fait 5-6 fois, mais on voit rien. En fait, pour faire le diagnostic, il faut vraiment les enregistrer en particulier. À Grenoble, j'ai une équipe extraordinaire pour ça. Et je vous montre son électrocardiogramme, voilà, donc il commence à pédaler, bon, ça va, hein. Et puis on monte un peu la puissance et hop, on commence à voir apparaître des extrasystoles ventriculaires, bon, qui est banal, hein. C'est d'une banalité souvent absolument absolue, bon, sportif de haut niveau quand même, bon. Et puis on monte encore la puissance, il commence à monter dans des belles périodes, et puis hop, des doublés. Donc il fait pas le télé, ça va. Hein? Bon. Content d'avoir un cardiologue quand même à côté. Voilà, bon. Non, laisse-le pédaler. Voilà. On le laisse pédaler, pouf, des triplés. Bon, pas très bien quand même, hein, quand on a des triplés comme ça. Et puis, allez, continue, il y a des quadruplés. Donc là, et quand même, ça sent la fibrillation ventriculaire. Là. On va peut-être quand même l'arrêter. Et donc, on l'arrête avec une VO2 max qui était quand même montée, vous voyez, à 64 millilitres minute kilo. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, donc quand même, d'accord. Mais on l'arrête. Il n'est pas content d'ailleurs qu'on l'arrête, mais bon, les militaires, pas contents du tout. Et donc, épreuve maximale menée jusqu'à épuisement musculaire. Enfin, si, on l'avait arrêté assez loin quand même. Apparition précoce extrasystole, etc. Doublé, triplé, avec des salves de 10 complexes à la fin. Voilà. Cœur d'athlète, hyperventriculaire à gauche, etc. Bon. Et donc, on dit au type, non, attendez, là, vous ne pouvez pas continuer. Hein. Vous avez vu ce que vous faites, là, vous risquez de faire une fibrillation ventriculaire. On le colle sous bêta-bloquant. Et puis, en fait, il était de Mulhouse. Et donc, on fait une lettre pour un bilan au CHR de Mulhouse en disant, il faut faire une exploration, il faut voir ce qui se passe, quoi. Et puis, je le perds de vue. Ouais. Et puis, je sais pas, peut-être 6 mois après, il me rappelle. En me disant, je vous donne de mes nouvelles, tout ça, machin. Je dis, bah oui, c'est sympa et tout. Qu'est-ce qu'il sait, vous en êtes où? Bah, il dit, j'étais à Mulhouse, mais enfin, ça m'allait pas. Et donc, il a vu à Grenoble le cardiologue du sport, là, j'ai mangé le nom. Et en fait, il a eu tout un bilan et c'était un type qui faisait une myocardite. Hein, donc, une myocardite qui a été traitée et voilà. Et j'avais cru au cardiologue, il a récupéré complètement, il refait du sport de très haut niveau, quoi. Voilà. Mais comme quoi, c'est quand même vachement important de faire des trucs avec les cardiologues, quoi. Parce que moi, je l'aurais arrêté bien avant, hein, ce type, à doubler, voilà. Voilà. Hein. Je vais peut-être arrêter les cas cliniques ici, parce que voilà, j'avais juste mis ça en collègue. Mais on peut peut-être discuter, si vous voulez, sur d'autres aspects un petit peu de la VO2 ou des épreuves d'effort. Si vous en faites avec les cardiologues, je vous le conseille. On apprend énormément des cardiologues, eux apprennent énormément. Et en particulier, moi j'ai vraiment appris qu'une dyspnée comme ça, chez un type un peu sportif, qu'une dyspnée un peu anormale, électro-d'effort strictement normal, mais quand même, petite baisse machin, avec une VO2 un petit peu abaissée, vous leur faites très souvent des coroscans, machin, et vous trouvez des tritonculaires, hein, à électro-d'effort normal. Donc faut... Mais on apprend beaucoup avec les cardiologues, hein, c'est vachement important. Voilà, donc moi je suis désolé que notre expert soit pas là parce qu'il avait sûrement des tas d'autres trucs à vous montrer. Moi j'avais juste mis ça un petit peu en cas de besoin. Est-ce que vous voulez, je sais pas, vous avez des questions particulières ou sinon on plie bagage et on rentre vite chez nous? Oui, peut-être prendre le micro pour les... Je ne sais pas si vous avez une expérience de l'échocardiographie d'effort à l'effort. Alors, le cardiologue avec qui je travaille fait des échos cardiaques d'effort, oui.
effectivement. C'est sur un siège particulier, du coup, alors il les fait sur le vélo? Non, il fait sur le vélo. La sonde non, sur il fait sur le vélo. sur le vélo. Pédale, il met sa sonde. Et il a des bonnes images. Ah oui, il a bonnes images, oui, tout à fait, oui. Ouais. Mais j'insiste, effectivement, moi je ne ferai plus jamais pédaler des gens si j'ai pas des gens qui ont des trucs un peu bizarres, que j'ai pas d'écho avant. Une fois, ça m'a suffi, j'ai failli perdre une patiente. Voilà, soyez extrêmement prudents. Voilà, extrêmement prudents. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a donné l'envie de faire un petit peu de VO2 max. Voilà. C'est passionnant, c'est vraiment. Je ne sais pas comment on peut s'en passer, mais voilà. Et je pense que maintenant, dans toutes les régions, je pense qu'il y a des pneumos qui en font un petit peu. Voilà, merci beaucoup. Désolé de cette partie un petit peu congrue, mais voilà.